Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce débrief. Nous revenons dans cette émission sur l'événement qui aura marqué la semaine et peut-être même plus que la semaine. Ainsi qu'on l'a vu, le roi Mohamed VI a reçu en début de semaine au Palais Royal de Rabat les deux jeunes promoteurs des deux marques de voitures marocaines, Nassim Belkhiyat et Fawzi Najh, respectivement patrons des constructeurs Neo Motors et Nam X. L'événement a ceci d'important que désormais le Maroc fait son entrée dans le club fermé des constructeurs de voitures automobiles. Le modèle et le prototype sont là, les usines aussi, les brevets sont déposés et l'encadrement technique, industriel et commercial suit ou devrait suivre. Ça fait 15 ans maintenant que le Maroc s'est lancé dans le défi de l'industrie automobile, devenant dans cet intervalle leader des constructeurs en Afrique et figurant dans le top 20 mondial. Il est l'un des 3 premiers exportateurs de voitures vers l'Europe. Tout cela prédestinait le Maroc à passer à l'étape suivante, celle d'après, celle de la conception et de la construction de son propre véhicule. C'est aujourd'hui chose faite, ou presque. Neo Motors a construit son usine dans la région de Rabat, prévoyant à terme de fabriquer 27 000 véhicules avec un taux d'intégration de 65% et s'appuyant sur le réseau d'équipementiers automobiles local développé par le Maroc. Quant à la société Namix, c'est, excusez du peu, le concepteur et le constructeur d'un véhicule à hydrogène, HUV, ce qui est un acronyme, Hydrogen Utility Vehicle, conçu en collaboration avec le bureau de design et le carrossier italien de référence bien connu Pininfarina. Le jeune inventeur et industriel Fawzi Najh va loin avec l'aspect révolutionnaire de son prototype et la manière de recharger les réservoirs à hydrogène pour pallier le manque de stations délivrant ce carburant. On l'a vu d'ailleurs montrer sa batterie à Sa Majesté. Avec le lancement de cette marque automobile grand public et la présentation de ce prototype révolutionnaire de véhicules à hydrogène, le Maroc entre donc de plein pied dans la construction automobile et confirme ses efforts déployés depuis 15 ans. Avec nous, pour en parler, Abdeltif Komat, vous êtes doyen de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est Driss Essaoui, bonsoir plutôt, vous êtes analyste économique et politique. Là, oui. Ça va être de l'économie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est Moustapha El-Jaï, vous êtes banquier, vous êtes aussi professeur universitaire, professeur d'économie à la faculté de Ain Sba à Casablanca. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation et à vous trois. Merci, c'est Aziz pour l'invitation. Je pose la question en commençant par vous, c'est Abdeltif Komat. Même question, après Renault Tanger, après Stellantis Knetra, voilà maintenant les marques marocaines, Neo Motors et prochainement Nam X. Alors, est-ce qu'on y croit à cette industrie automobile nationale maintenant? Oui, il y a toujours les détracteurs, vous savez. Bien sûr. On y va, on y croit maintenant. On a tous les éléments, tous les signaux pour y croire. Ce qu'il faudrait rappeler, c'est que c'est le résultat d'un processus. Il faut dire que le Maroc, sa politique justement d'industrialisation, mais également d'implanter une industrie automobile, date du lendemain de l'indépendance. On se rappelle de la création de la SOMACAD déjà en 1960. Donc l'objectif initial, c'était de progresser en termes de taux d'intégration et d'avancer au niveau de cette industrie. Il y a eu des étapes. On est passé à la voiture économique dans les années 80 avec toujours une évolution au niveau du taux d'intégration. Mais je dirais la tournure notable date du début des années 2000, essentiellement de 2004, dans le cadre d'un processus de plan d'industrialisation du Maroc. Il y a les deux plans émergence et puis le plan d'accélération et le plan de relance industrielle. Et dans cette, je dirais, dynamique, dans ce mouvement, l'industrie automobile a eu sa place à travers, bien sûr, tout l'écosystème qui a été préparé pour drainer des investissements internationaux qui ont mis en place toute une stratégie. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est à l'aboutissement en fait, d'un processus qui permet d'aller vers une industrie nationale. Et je dirais que pourquoi est-ce qu'on devrait être optimiste? Parce que l'écosystème est favorable. Nous avons aujourd'hui plus de 250 entreprises agissant dans le domaine de l'automobile. Nous avons en fait un environnement sur le plan juridique, sur le plan financier qui est favorable. Nous avons également des marchés, parce qu'il faut le rappeler que l'automobile, c'est également une question, bien sûr, de technologie, mais également de marché. Le marché local est en train de s'étendre, mais nous avons également le marché international, surtout à travers les accords de libre-échange. Nous avons l'Europe, mais bien évidemment, nous avons également l'Afrique, parce que dans le cas de l'ASLECA, on peut y parler, donc il y a des perspectives justement d'étendre les relations commerciales à l'industrie automobile.
Et puis, nous avons le capital humain. D'ailleurs, là, c'est une preuve que nous avons aujourd'hui, au niveau de notre pays, on est en train de niveler vers le haut, en fait, la stature du capital humain, qui était beaucoup plus, à un certain moment, basée sur ce qu'on appelle l'industrie de main-d'œuvre, où on a des tâches d'exécution. Aujourd'hui, on est dans des tâches de conception, de réflexion. Et ça, c'est à l'honneur des Marocains qui, aujourd'hui, le démontrent à travers des projets concrets. Donc, devant tout cela, on ne peut être qu'optimiste. Merci, c'est Abdeltef. Alors, si ça devait être fait, si une émission comme celle-ci devait avoir un sommaire, eh bien, vous venez de le faire, vous avez fait le tour de ce dont on va parler, d'une manière succincte, et on va entrer dans le détail. C'est Moustapha Al-Jay, optimiste, pas optimiste? On ne peut être qu'optimiste. Donc, juste pour compléter ce qu'a dit le professeur Komat, effectivement, maintenant, le secteur de l'industrie automobile, si vous voulez, il pèse lourd dans le plan d'accélération industrielle du Maroc. Nous sommes le premier hub donc, de construction d'automobiles en Afrique. Nous sommes également, on parle de 240 000 postes d'emploi créés par tout l'écosystème de l'industrie automobile. Nous avons plus de 250 sous-traitants, de grands opérateurs internationaux. Apparemment, il y a un troisième, plus de jeunes Marocains, que c'est une fierté. Donc, c'est la consécration qui crée une voiture 100% made in Morocco. Donc, c'est très important. Et vous avez également, on parle de 100 milliards de dirhams d'export. C'est la première rubrique d'exportation dans notre balance commerciale. Et d'après le ministre, et j'en suis convaincu, Inch'Allah, 2030, on va passer de 1 million de véhicules à 2 millions et avec un objectif de 200 milliards de dirhams de chiffre d'affaires à l'export. Donc, c'est un secteur qui devient stratégique et tout cela a été fait sous la vision éclairée de Sa Majesté. La consécration de ce qui a été fait lundi dernier, donc Sa Majesté a reçu ces deux jeunes pour donner un signal très fort. Je pense qu'on ne peut être qu'optimiste. Alors, quand on dit vision éclairée de Sa Majesté, ça a été fait à partir de 2008, 2007, 2008. Une décision a été prise, tout a été fait par la suite, et 15 ans après, nous l'avons fait. Dernaha, we did it. Yes. We do it. We do it plutôt. Je pense qu'au Maroc, ce genre de situation n'est pas nouveau. D'ailleurs, il y a une histoire très longue, si on veut revenir un peu aux origines de tout ce que le Maroc peut faire. On va être étonné de voir que le Maroc a finalement... Ce n'est pas un pays riche. Nous n'avons pas de rente pétrolière, nous n'avons de rente rien. La seule rente que nous avons, c'est l'élément humain, c'est le capital humain qui est excellent et qui a démontré de plusieurs fois que l'élément humain peut faire la différence. Et effectivement, c'est ce que le Maroc est en train de faire. La création de véhicules automobiles nouveaux, nous avons deux gammes. Nous avons un premier véhicule normal, on va dire, mais qui peut servir au niveau du monde rural et disons des villes. Il est là. Et on a aussi, pour l'autre gamme, pour la gamme supérieure, nous avons la voiture qui a été inaugurée, mais surtout, c'est pas la Neo Motor, c'est comment ça s'appelle, NameX. NameX. C'est une très haut de gamme, ça. Très haut de gamme. Ouais. C'est-à-dire que le Maroc est en train véritablement de faire une politique commerciale déjà avant de lancer les produits. On a l'Afrique devant nous, on a le bassin méditerranéen, mais on a aussi tout le reste du monde. Parce qu'en fait, quand vous avez des voitures, regardez maintenant des marques de voitures qui existent, japonaises, brésiliennes, etc., chinoises. Les Chinois ont commencé avec des véhicules très grossiers au début, ils les ont affinés, ils sont aujourd'hui dans l'électrique. Alors le Maroc a déjà commencé par le haut du pavé, il est dans le haut de la conception et il va permettre aux Marocains de commencer par ça pour pouvoir aller plus vite. Alors finalement, je pense que ces créations, cette innovation va ouvrir les possibilités au Maroc. Alors quand on dit ça, il ne faut pas oublier une chose. C'est-à-dire quand vous créez une voiture, vous créez un écosystème, vous créez d'une sous-traitance, vous créez beaucoup de choses. Je pense que l'industrie marocaine
au niveau de l'automobile a démontré qu'on est vraiment dans la situation où le Maroc peut s'enorgueillir et surtout peut être content et surtout permettre aux Marocains de dire « nous sommes là, nous sommes des industriels et on n'est plus des pays en voie de développement. Nous sommes un pays émergent. » Très franchement, nous sommes un pays émergent, nous avons les outils pour, nous avons les moyens pour. Et je pense que l'avenir très très proche nous apportera beaucoup de belles surprises à ce niveau-là. Parce que nous avons des situations économiques très particulières. On a dépassé la Covid-19, on a dépassé beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, je pense que toutes ces difficultés sont derrière nous. Ce qu'on doit regarder le nouveau modèle de développement dont on a parlé pendant plusieurs fois. Il va arriver vers 2030. Et sur le plan économique, je pense que le gouvernement va être préparé et le roi Mohamed VI est en train de se préparer avec le gouvernement pour effectivement être véritablement au rendez-vous de l'histoire. Vous faites bien de parler de l'industrie chinoise. Il y a aussi l'industrie indienne qui ont un peu tâtonné au départ, mais qui ont osé. Et il faut quand même avoir une certaine sérieuse dose d'audace pour y aller et commencer quelque chose comme ça, ex nihilo. Alors, comme pour paraphraser les autres, on n'a pas de pétrole, mais on a en plus des idées de sérieuses ambitions. Alors, on va conduire cette émission en accordéon, en parlant aussi bien de l'industrie automobile que de l'économie d'une manière générale et que de l'industrie du pays en général. Je commence par vous, encore une fois, c'est Abdeltef Komat. Alors, on dit que l'industrie automobile est structurante, il y a des facteurs déterminants, des facteurs indirects, des facteurs directs. En quoi on peut considérer que l'industrie automobile peut être structurante d'une économie d'une manière générale? Alors, Moustapha Al-Jaï parlait de 240 000 emplois créés. Bien entendu, il y a du capital humain, bien entendu, il y a de la R&D, on en reparlera tout à l'heure, mais en quoi c'est structurant? Alors, c'est structurant sur plusieurs plans. Bon, tout d'abord, en parlant de l'industrie, il faut rappeler que nous avons une certaine hiérarchie au niveau des industries. Il y a ce qu'on appelle des industries à effet d'entraînement, qui ont des entraînements, des effets d'entraînement en amont et en aval, c'est-à-dire qu'autour d'elles, ils créent d'autres activités. Et il n'y a pas plus, je dirais, d'industrie entraînante comme notamment l'industrie de l'automobile, parce que c'est une industrie complexe où il y a de l'interconnexion entre plusieurs composantes. En amont, il y a la sidérurgie, il y a les produits mécaniques, etc. Et puis, bien évidemment, il y a tout ce qui est accessoire, tout ce qui va justement dans le puzzle de la constitution d'une automobile. Et donc, bien évidemment, elle est structurante parce qu'elle crée autour d'elle plusieurs autres activités. Alors, elle est également structurante si on fait le lien entre l'industrie automobile et le développement industriel des pays. Si aujourd'hui on voit les pays les plus industrialisés, il y a toujours un lien entre l'industrialisation et l'industrie automobile. Si vous voyez fondés, entre autres, sur l'industrie automobile, justement, il y a un siècle ou plus. Les États-Unis, par exemple, on a commencé par Ford, on a commencé par... En fait, l'industrie, elle a constitué l'ossature parce qu'il a des effets d'entraînement en amont et en aval. Et puis, bien sûr, nous avons, dans des périodes plus récentes, on a le Japon, on connaît un peu la révolution économique du Japon. Et il était lié également... On a la Corée du Sud. Aujourd'hui, si la Corée du Sud est connue à travers le monde pour son industrie, c'est essentiellement, bien sûr, il y a tout ce qui est électronique, mais il y a également l'industrie automobile. Donc, il est structurant sur tous les plans. Il est également structurant sur un plan, je dirais, économique et social. En termes économiques, c'est la création des richesses, bien évidemment. Al-Jaï a évoqué tout à l'heure, si aujourd'hui, au Maroc, après le Covid, on a un déficit commercial relativement réduit par rapport à ce qu'on pourrait avoir, c'est parce que nous avons ce qu'on appelle les nouveaux métiers du Maroc, les nouveaux métiers industriels du Maroc qui ont permis d'éponger une partie de ce déficit. L'automobile a exporté 100 milliards de dirhams. L'aéronautique, 25 à 30 milliards de dirhams. Donc, ce qui fait qu'il y a une dimension commerciale, une dimension économique, et puis, bien sûr, une dimension sociale. 220 000 emplois, c'est quand même un secteur très créateur d'emplois. Et donc, tout cela nous permet de dire, oui, effectivement, nous sommes devant une industrie très structurante, et le Maroc, étant donné qu'il a franchi le pas, on a besoin d'aller de l'avant. On a besoin d'aller de l'avant. On peut considérer
que nous avons toujours eu cette vocation de développer une industrie automobile, mais aujourd'hui, nous vivons un tournant sur lequel il va falloir qu'on capitalise pour justement, aujourd'hui, nous sommes dans les top 20, les 20 premiers, et les top 10, et dans le radar des Marocains à moyen terme. Donc, nous sommes en train de nous préparer pour être parmi les top 10. Et donc, on a tous les moyens aujourd'hui, l'écosystème est prêt pour y aller, Inch'Allah, dans les prochaines années. Et on est très loin devant, puisqu'on est les premiers et deuxièmes, avec le troisième, Égypte et Algérie, qui sont très loin, qui sont à 10 000 à 15 000 véhicules, les Algériens 5 000 à peu près. Donc, quand vous parlez d'industrie automobile et aéronautique, je me rappelle les propos qu'avait tenus, il était assis à votre place, le ministre du Commerce et de l'Industrie et du Commerce, il aime bien qu'on insiste, Riyad Messour, qui parlait, qui disait que 87% des exportations marocaines sont faites par des produits transformés. Ce sont des produits transformés, 87%. Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez. Alors tout ça, eh bien, Jolie Mustafa Al-Jaïm, vous êtes banquier, alors bon, forcément, la question va vous être posée. Il faut pour ça un secteur bancaire, pour soutenir cette économie, il faut un secteur bancaire qui soit robuste, qui soit audacieux, qui soit diversifié, pour financer aussi bien les investissements que, bien entendu, le marché, la demande intérieure pour ce genre de produits. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que le secteur bancaire est comme ça? Alors, tout à fait, donc, comme vous l'avez dit... Et franchement, vous y allez franchement? Non, en toute objectivité, je vous donnerai quelques chiffres. Le secteur bancaire a toujours accompagné donc, la dynamique, entre autres, de l'industrialisation du pays. Et si vous vous rappelez, il y avait la signature de la convention entre le GPBM et déjà la fédération de l'AMICA sous le ministère en 2014 pour lancer un peu, si vous voulez, le plan d'accélération industrielle et en particulier le secteur de l'automobile. Et les grands opérateurs internationaux que nous avons au Maroc ont été financés par le système bancaire marocain. Un des deux jeunes a été financé par deux banques marocaines. Entre autres, donc, c'est la société Néo Maroc, donc, qui au début, il a fallu donc préparer des business plans, convaincre. C'était pas évident au début, il l'avait dit, c'est Belkhayat. Et comme je le connais assez bien, j'ai un peu suivi, il a été quand même financé par deux banques marocaines. Qui ont cru à son projet, qui ont cru, avec beaucoup d'allers-retours, mais ils ont cru dans un jeune qui n'est pas il le dit lui-même, il est juriste. Donc il y a eu vraiment une volonté pour l'accompagner. Il faut le faire. Et voilà, exactement. Et vous avez aussi, si je vous donne un chiffre, par exemple, plus de 20% des encours des crédits à l'économie sont dédiés aux activités industrielles. On peut dire c'est peu, c'est beaucoup, mais comme vous voyez toutes les rubriques, dans la classification des secteurs d'activité, 20%, ce n'est pas rien. Ça montre que le secteur bancaire accompagne. Et mieux que ça, tout l'arsenal des produits que le système bancaire propose, je peux en citer quelques-uns si vous voulez, dénote de l'accompagnement du secteur bancaire de cette activité. Vous avez d'abord les avances du crédit TVA, parce que c'est une activité à vocation exportatrice. Donc, il y a des avances que le système bancaire fait en attendant que l'État rembourse, très important. Comme on exporte, on a une TVA collectée, il n'y a pas de TVA facturée. Vous avez également tous les financements en devises, notamment pour les multinationales qui existent. Vous avez également le factoring pour racheter les factures sur les sous-traitants pour les payer rapidement. Vous avez également les crédits d'investissement, aussi bien en dirham et surtout en devises parce qu'il y a beaucoup d'exports. Donc il y a toute une panoplie, si vous voulez, d'outils de financement que le système bancaire met en place en faveur de l'industrie en général et en particulier de l'industrie automobile, parce que c'est une industrie qui connaît un grand essor et qui présente de bonnes perspectives. Je pense qu'il y a quand même une nuance à faire à ce niveau-là. Nous n'avons pas un secteur bancaire très dynamique, sincèrement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les banques sont là quand il y a du business, quand il y a du profit, quand la banque est sûre de faire un chiffre qui lui permet de revenir sur son investissement. Or, dans ça, il n'y a pas une banque qui va pouvoir aller financer quelqu'un qui n'a aucune référence pour lui dire « Ah, vous allez construire une automobile, tiens, on te donne l'argent ». Ça, ce n'est pas possible. C'est clair. Ce n'est même pas... Il y a beaucoup d'allers-retours, vous avez raison. Voilà, donc il y a un travail à faire. Et les banques, vous savez, même pour un petit crédit, d'abord, les banques, aujourd'hui, elles sont rebutées par le fait de l'âge. Quand vous atteignez 60 ans, attention, on ne donne plus de crédit aux gens de 60 ans. En même temps, c'est un peu difficile de donner un crédit à 30 ans à quelqu'un de 60 ans. Un jeune, il est trop jeune. Vous êtes trop vieux. Vous ne pouvez pas. Alors, ça, c'est des choses.
regardons les pays qui ont réussi et qui n'ont pas ces freins au niveau de la mobilisation des fonds. Et il y en a. Et pour réussir dans ce genre d'exercice, il faut que les banques puissent justement sortir de leur zone de confort et aller vers les investisseurs, aller vers les jeunes, vers ceux qui ont des idées pour pouvoir les financer. Ça c'est quelque chose de... Alors, on va le laisser répondre quand même parce que la charge est directe, mais juste une petite précision. C'est un grand industriel américain qui faisait la différence entre le système bancaire américain et le système bancaire européen. En Europe, on va vous dire, on prend le risque avec vous. Aux États-Unis, on dit, on tente notre chance avec vous. Ça. On se situe où par rapport à ces deux? En fait, vous avez un peu raison. Il faut des montages financiers et des produits adaptés. Par exemple, pour ces jeunes créateurs de projets risqués, entre guillemets, il y a du capital risque, il y a des formules adaptées. Il y a également... C'est une formule qui existe, pareil. Oui, C'est une formule bien sûr. Qui existe, donc, qui a financé beaucoup de projets. Bien sûr, qui accompagne. Maintenant, pour ne pas polémiquer, si je mets la casquette du banquier, le taux de créance en souffrance dans le système bancaire est proche de 9%. C'est beaucoup. Ça veut dire que 9 dirhams sur 100 ne sont pas remboursés. Et les banques prêtent l'argent des déposants. Donc c'est le mien, c'est le vôtre. Donc, et puis il y a des règles prudentielles que Banque al-Maghreb, heureusement, fixe aux banques, que les banques doivent respecter. Donc il y a tout un arsenal, si vous voulez, que la banque essaie de gérer pour... C'est vrai, moi je connais un peu ce dossier, il y a eu beaucoup d'allers-retours, et in fine, il est arrivé à convaincre, il a eu le financement de 2 banques marocaines qui ont accompagné ce projet, heureusement, mais je vous l'accorde, ce n'est pas du premier coup, que peut-être est-ce qu'il faut créer une banque de capital risque ou bien une banque des PME. Il y a un débat, d'autres pays ont fait d'autres choix, qui ont créé des banques dédiées. Donc, allez, pour vous départager, on va dire que le système est bon. Oui, mais il y a des règles aussi prudentielles à respecter. Il y a des moments où on peut avoir l'impression que le secteur industriel, que l'industrie, avec des jeunes entrepreneurs comme ceux qui étaient avec Laurent en début de semaine, vont un peu plus vite que ce que le secteur bancaire est prêt à aller. Non, on ne peut pas dire ça, Non, en fait, il faut dire... Il devance un peu dans le sens positif. Que peut-être nous sommes dans une dynamique de croissance de l'investissement. Vous savez que l'objectif au Maroc, c'est que l'investissement privé prenne les 2/3 du total de l'investissement. Aujourd'hui, il est à 1/3 et l'objectif, c'est d'aller vers les 2/3. Inverser la tendance. Alors, bien sûr, pour cela, il faut stimuler l'investissement privé. Alors, nous restons sur une démarche classique parce que ce n'est pas en fait la faute aux banques, parce que les banques ont leur méthode, leurs moyens de travail, et puis il y a des garde-fous, etc. Ce qui se passe dans d'autres pays, c'est que l'offre de crédit n'est pas limitée à des banques classiques. Il y a de l'innovation financière. On est allé vers le crowdfunding, on est allé vers le capital risque, nous sommes allés vers... Ce qui fait, les bourses, le marché financier également est plus dynamique. Aujourd'hui, notre bourse est stagnante depuis des années. Donc, ce qui fait que c'est à ce niveau-là qu'il va falloir faire un effort, innover, de manière à ce que notre système financier, notre système de financement puisse accompagner ces dynamiques. Si on compte que sur les banques classiques qui financent avec le maximum de prise de prudence, on risque de ne pas stimuler beaucoup la créativité et l'innovation. On veut être un pays innovant, on veut avancer au niveau de l'intégration de la technologie dans notre système économique. Tout cela passe par la prise de risque, par le financement de la créativité et de l'innovation, qui ne peut pas avancer que grâce à un système très prudentiel. Il faut que tout le monde prenne le risque, et c'est pour cela qu'il y a toute une réflexion à mener au niveau de notre système de financement. Et au niveau vous parlez de l'innovation, au niveau de la recherche-développement, on n'est pas très, on est à peu près 1% du PIB. Non, mais un peu plus la R&D, la recherche et développement est un système qui est très compliqué à gérer d'abord. Deuxièmement, au Maroc, il faut le gérer de toute manière. Oui, mais malheureusement au Maroc, nous avons une belle expérience. Il y a des choses qui ont été tentées, il y a des réussites, il y a beaucoup d'échecs d'ailleurs. Est-ce qu'on a les moyens? Parce qu'en fait, pour faire de la recherche-développement sur un secteur ou sur un ensemble de secteurs, cela suppose quoi? Suppose que l'on ait les ressources et, disons, la capacité d'attendre. C'est ça. Et ça, c'est le propre d'un investisseur. C'est le propre de quelqu'un que fait un investisseur? Il mise sur le risque. C'est sa capacité
à prévoir un risque futur qui lui permet ou bien de gagner ou de perdre définitivement. Mais je pense que pour l'économie marocaine, il y a des mécanismes qui permettent de faire avancer les choses en faisant fonctionner de temps en temps, pas tout le temps, la recherche-développement, disons l'accélération industrielle qui était une phase de développement de la stratégie de l'industrie marocaine. C'était avec l'ancien ministre, ça a été fait. Ils ont créé les espaces où on peut créer de la richesse, etc. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est ça la question. Et alors là, il faut revenir au système d'enseignement, aux incitations que l'on peut donner aux gens, etc. Et ça, ils vont revenir là-dessus, ils sont dans l'enseignement tous les deux, ils vont revenir là-dessus. Rapidement, juste en début de deuxième période, parce que c'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. On démarre donc cette deuxième partie du débrief consacré à l'industrie automobile au Maroc d'une manière générale et à nos deux jeunes constructeurs qui viennent de présenter leur modèle et prototype à Sa Majesté le Roi en début de semaine. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous en parlons avec Abdeltef Komat, Mustafa Ljay et Driss Issaoui. Juste avant la pause, Driss Issaoui donc parlait de la recherche et développement, il parlait aussi de la formation. Et donc, je pose la question aux deux enseignants que vous êtes, c'est Abdeltef Komat, la R&D, ça se passe par quoi? Par une formation, par une augmentation du budget, par les PPP, enfin par quoi? Pour augmenter ça, sachant qu'on est quand même assez timide, on va dire. Oui, effectivement, nous sommes assez timides. Vous parlez de 1% par rapport à un PIB qui n'est pas un PIB, je dirais, assez consistant. Si on prend des pays avancés, on a 3-4% par rapport à des PIB qui sont plus importants. Donc, ce qui fait que le budget, déjà, il est limité, mais au-delà du budget, c'est une question d'esprit, c'est une question d'organisation, c'est une question de motivation. Moi, je crois que le capital humain existe, d'ailleurs, la preuve est là. Ce qu'il faudrait, c'est, en fait, comme on a fait pour l'écosystème automobile, il faut un écosystème recherche. Il faut encourager, opérationnaliser les idées. On en a beaucoup, par exemple. On a beaucoup de brevets, par exemple, qui sont déposés au niveau de l'Office de la propriété intellectuelle, mais qui restent des dépôts protégés sans aller jusqu'au bout de l'opérationnalisation. Donc ça, c'est important. Il faut qu'il y ait davantage de collaboration, de partenariat entre le privé et le public, notamment la recherche au niveau des universités. Il y a peu... Il marche par ailleurs sur d'autres domaines. Bien sûr, il y a peu de collaboration. Public-privé, ça marche. Sur des projets d'investissement, sur des secteurs nouveaux, etc. On reste sur la R&D. Ça, c'est une... Très bien. Mais je crois que la tendance aujourd'hui, d'ailleurs, même l'appellation du ministère a été changée de manière à intégrer l'innovation. Vous savez que notre ministère aujourd'hui, c'est la recherche scientifique et l'innovation. C'est une manière d'insister sur l'opérationnalisation de la recherche-développement. Parce que la recherche-développement, en fait, n'est pertinente au-delà de sa dimension académique, c'est lorsqu'il est opérationnalisé en projet concret. Et c'est l'innovation. Je crois qu'il y a une dynamique, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons un recul, nous avons des expériences réussies, ça va créer de la stimulation et de l'émulation. Mais comme vous l'avez dit, là également, les pays qui se sont développés sont passés par le renforcement de leur recherche-développement. Aujourd'hui, on le voit, il y a un nivellement vers le haut dans notre tissu économique. On parle de l'automobile, mais si vous prenez le textile, par exemple, qui est un textile, en fait, un secteur classique pour le Maroc, dans lequel le Maroc était beaucoup plus au niveau des tâches d'exécution, d'ordre donné par des multinationales. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le textile au Maroc monte vers la création, vers l'innovation. Il y a des marques marocaines. Et donc, tout cela passe par de la recherche-développement. Et donc, au niveau de l'agroalimentaire, au niveau de l'électronique, donc, au niveau de l'aéronautique, donc, il y a plusieurs secteurs aujourd'hui sur lesquels le Maroc va se positionner au niveau, je dirais, haut, c'est-à-dire au niveau de la technologie. Et cela, bien sûr, nous sommes dans le cadre de la mondialisation. On travaille avec des partenaires dans le cadre des transferts de technologie. Mais on a besoin de développer également notre savoir faire notre technologie, surtout adaptée à notre particularité. Vous savez, je donne l'exemple, un seul exemple. Sa Majesté, lorsqu'il a offert des engrais au Gabon il y a quelques mois, le message qui était passé, c'est quoi? C'est que le Maroc prépare des engrais adaptés à la spécificité du climat et des terres africaines. Ça, c'est un message. Toute la RD qui a derrière au niveau du C'est un message comme quoi nous faisons de la recherche-développement, mais en fait, tout d'abord, particulière par rapport à nos particularités spécifiques, mais également régionales, et puis adaptée à des secteurs pointus, comme notamment les engrais, sur lesquels le Maroc a un rôle principal. Donc, il développe de la production, mais également, il fait de la recherche pour justement adapter au maximum le produit à la particularité, surtout de l'Afrique, qui est le prolongement logique et normal du Maroc. Mustafa Ljay.
Voilà, moi je peux juste peut-être rajouter donc, ce qu'avait déjà dit le professeur Komat, c'est qu'à mon sens, même si le pourcentage, c'est vrai, de RD par rapport au PIB est très faible par rapport à la norme des pays émergents qui est donc entre 2,5 et 3%, il y a aussi la passerelle entre le monde de l'université et le monde de l'entreprise. Et par exemple, si on reste sur la filière automobile, moi je verrais bien, par exemple, dans des écoles comme l'ENSEM et d'autres écoles d'ingénieurs, créer une filière dédiée à l'automobile. Maintenant, ça s'impose pour préparer des ingénieurs qui seront prisés dès demain et qui sont tout de suite pris sur... Pardon, il y a déjà une école à Casablanca qui a été créée par la Corée du Sud et dont la direction est confiée à un membre de la CGM et qui forme des jeunes Marocaines et des Marocains à la technologie de l'automobile. Excellent. Et ça existe aujourd'hui. D'accord. Et ça dépend du ministère de l'Éducation nationale et ça fonctionne. Une école d'ingénieurs. Excellent. Ils Très sont bien. excellents. Voilà. C'est des gens qui ont le niveau baccalauréat, scientifique, etc. Ils sont intégrés dans cette école, ils apprennent le métier, ils deviennent de véritables professionnels dans le domaine. C'est pour cela que la fabrication de voitures au Maroc ne posera pas de problème particulier parce que la main-d'œuvre, on n'est plus Donc dans la main-d'œuvre d'exécution. Juste pour dire qu'il faut donc cette passerelle et que les laboratoires des universités et des grandes écoles devraient voir, comme ça a été dit par D'ailleurs, en parlant de passerelle, il faut rappeler le message de Sa Majesté. Sa Majesté a adressé un message il y a 4 ou 5 semaines à l'occasion de la journée de l'industrie nationale. Et c'était très fort, c'est d'appeler à une connexion entre des centres de recherche, entre les universités et le monde de la production. C'est un message. Exact, tout à fait. Vous savez qu'on a une institution qui s'occupe de ça. Bien sûr. C'est le... CNRT? Non, pas la... CNRST, voilà. Exact. Ils ne font que ça. Il faut que ça soit opérationnel. Ils font dans la coordination, voilà, la coordination des efforts des uns et des autres. Exact. Très bien, voilà pour la R&D. Donc, je voudrais revenir avec vous, Abdeltef Komat, sur un sujet, parce que c'est vrai que quand on hisse le seuil des ambitions très haut, forcément, il faut régler un certain nombre de problèmes autour. On a parlé de la R&D, mais il y a aussi le fait de s'inscrire dans les chaînes de valeur mondiales. Alors, ça pose un problème, aussi bien au niveau de l'approvisionnement qu'au niveau de la sous-traitance, au niveau, par exemple, pour l'approvisionnement semi-conducteur. Avec ce qui se passe dans le monde, ça peut poser un problème. Est-ce que ça a été pensé? Est-ce que ça a été conçu? Est-ce qu'il y a une politique, ou il devrait y avoir une politique à ce niveau-là? Concevoir comment s'insérer dans la chaîne de valeur mondiale. En fait, tout à l'heure, j'ai évoqué les nouveaux métiers du Maroc, mais également l'intégration du Maroc dans les chaînes de valeur mondiale. Ça, c'est en fait consigné au niveau du nouveau modèle de développement. Donc l'objectif du Maroc, aujourd'hui, il est déjà intégré, mais un des objectifs stratégiques, c'est de s'intégrer davantage dans les chaînes de valeur. Et lorsqu'on évoque les chaînes de valeur, il se situe essentiellement au niveau des industries mondialisées, au niveau des industries complexes. On parle de l'aéronautique, de l'automobile, du spatial, etc. Donc le Maroc a cette volonté, sur un plan stratégique. Moi, je parle de la stratégie. Alors déjà, bien sûr, l'expérience est là. Et l'implantation, en fait, de filiales de multinationales dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique est déjà là. Bon, je me permets de le dire parce que j'ai échangé avec Sebel Khayat, qui est le concepteur de la voiture Made in Morocco, il y a 2 jours. Et finalement, je me permets de le dire, c'est que si, en fait, aujourd'hui, il a pu avancer vite, c'est parce que nous avons l'écosystème au Maroc. Parce que nous avons au Maroc. Il ne s'agit pas seulement de nous imbriquer dans un écosystème externe, mais nous avons un écosystème délocalisé. Bon, lorsque je délocalise, nous sommes une intégration de 65%. C'est-à-dire qu'il reste 35% d'autres. C'est ça, mais l'essentiel, déjà, il est produit au Maroc. Et lorsque je dis délocalisé, il ne s'agit pas forcément que de multinationales délocalisées au Maroc. Il s'agit également de Marocains qui ont initié des projets. Et ça, ce brassage est très important. Le Maroc a été toujours un pays ouvert. Et ça, je dirais, c'est la meilleure stratégie de développement. Pour rappeler un peu l'histoire, on a 2 exemples en termes d'industrialisation. On a l'exemple de la substitution d'importation menée au niveau de l'Amérique latine qui, dans les années 70, a voulu se développer en autarcie. Et nous avons le modèle de l'Asie du Sud-Est qui a voulu se développer avec une ouverture à outrance. Aujourd'hui, le Maroc, il est dans la mixité. En même temps, on se rabat sur ce qui se fait à l'international et on fait venir et on implante et on encourage l'investissement international, mais dans la foulée, on développe des compétences nationales, on développe l'industrie nationale. Moi, je crois que c'est ce mixage
qui va nous permettre de gagner du temps en développant notre système, notre propre technologie, nos capital humain, mais tout en profitant de l'expertise, de l'expérience. Et ça, le Maroc, en fait, il l'a parce qu'il a toujours été un pays ouvert. Le Maroc a toujours été importateur et exportateur. Et c'est dans cette tradition, dans ce savoir-faire, qu'en fait, il n'y a pas, je ne crois pas qu'il va y avoir un problème pour justement nous imbriquer dans les chaînes de valeur parce qu'on y est déjà. Et puis, donc, en fait, le Maroc a aujourd'hui la confiance. Vous savez, si vous prenez, on a évoqué les techniciens. Vous savez quel est le problème du Maroc aujourd'hui? C'est l'exode des techniciens marocains vers l'étranger. D'accord. Ah, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, pas seulement au niveau des ingénieurs, les médecins. Moi, je parle de l'industrie. Ça, je l'ai appris avant-hier ou hier. C'est qu'au niveau de l'aéronautique, il y a une demande énorme de techniciens marocains qui sont en train d'être demandés au niveau international. Et ils partent ou là, on arrive en fait, l'inquiétude aujourd'hui des secteurs, notamment de l'automobile, de l'aéronautique, c'est le départ de ces compétences. On a le problème inverse aujourd'hui. C'est que nous sommes aujourd'hui demandés sur une expatriation de qualité, de métiers, de compétences qui sont demandées à l'international. Vous savez que, par exemple, au niveau informatique, on a des 500-600 ingénieurs informatiques qui partent par an. Et donc ça, ce sont des grandes questions qui nous poussent justement à développer notre recherche-développement, mais également à développer un système attractif qui doit attirer et qui doit fidéliser. D'ailleurs, tout à l'heure, on a une rencontre avec l'AGEF, qui est l'Association des gestionnaires des ressources humaines, autour de la mobilité des talents. Donc, autour de la mobilité des talents. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'amener, en fait, les entreprises aujourd'hui à développer toute une approche de rétention, de valorisation, parce que le Maroc de demain se fera autour de la compétence. Et d'ailleurs, c'est un des slogans du modèle de développement. Ça, c'est juste une idée qui est développée dans un pays comme le Canada, par exemple, qui parlait on passe du pillage, le terme est assez fort, des ressources humaines à celui des ressources minières, naturelles, à celui des ressources humaines. Drainer, attirer, parce qu'il y a plus d'avantages. Ça, c'est aussi une problématique à voir. Et ça, on reste dans le même ordre d'idée de ce que disait Abdeltef Komat sur l'intégration, sur les écosystèmes actuels, locaux, et l'intégration dans l'économie mondiale, dans la chaîne de valeur mondiale. Et j'en reviens donc à cette question d'hydrogène, donc le véhicule NAM-X de Fouzi Najh. On parle d'hydrogène, mais on parle aussi, et depuis quelques années, de tout l'investissement consenti par le Maroc dans l'hydrogène vert. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ça rentre dans ce qu'il disait, dans un écosystème national d'hydrogène vert? Parce que pour cette voiture, il y a eu une compétition entre la France et le Maroc. Le fait qu'il y ait donc que le jeune Marocain ait choisi son pays, le Maroc, c'est peut-être parce qu'il y a aussi, au-delà de l'émotion et de l'affect, il y a aussi une industrie ou une recherche sur l'hydrogène. L'hydrogène au Maroc n'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que c'est une molécule sur laquelle les industriels marocains ont déjà réfléchi. La réflexion a été menée, les technologies sont déjà au point, il y a beaucoup d'industriels qui travaillent avec, mais aujourd'hui, le fait de l'appliquer à une voiture haut de gamme comme celle que l'on est en train de voir maintenant, c'est ça la nouveauté, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que demain, une voiture avec des batteries qui sont remplaçables, qui peuvent recharger en 3 minutes. Voilà, en 3 minutes, et vous pouvez repartir avec. C'est pas encore vraiment au point, ça. Les batteries. Là, si. Ah oui. Il peut faire 800 km d'autonomie. Absolument. Avec 6 batteries. Avec 6 batteries. Avec 6 batteries qui peuvent transformer l'hydrogène en électricité. D'accord. Et c'est ça ce qui est intéressant. Et ce n'est pas du tout le coût des produits pétroliers. C'est complètement différent. Peut-être que l'investissement, parce qu'en fait, c'est un véhicule qui va coûter assez cher, et c'est de là où on a dit que le marketing de ces produits, il est déjà pensé par rapport au marché mondial. Exact. On n'est pas en train de dire, on est en train de faire de la concurrence, pas à nous-mêmes, mais par rapport aux autres, de rentrer dans le marché mondial, de dire nous avons un produit qui est capable d'être vendu. On va encore se faire des amis. Comment? On va encore se faire des amis. Mais il n'y a pas de problème, c'est bien. C'est un véhicule fabriqué au Maroc et qui va pouvoir s'exporter et très certainement qui aura une vie. C'est ça le plus important. Exact. Et fait sur le standard international. Voilà. Un industriel, quand il commence à produire un véhicule, il le pense dans la durée. Exact. Et je pense que ce jeune Marocain a effectivement, il a eu le mérite de développer ce produit-là avec une réflexion
sur le moyen et long terme, ce qui est extraordinaire. Et ça ouvre de grandes les portes pour l'industrie marocaine. Alors, Moustapha El Jay, il y a aussi... Juste pour compléter, donc oui. le design a été fait par un des meilleurs au monde, c'est un Italien, je pense. C'est ça. Que ça a été dit. C'est-à-dire vraiment, il est dans le très haut de gamme. Hein. Absolument. Un véhicule dans ce qu'on appelle le premium. Dans le premium, c'est du segment haut de premium, gamme, oui, ça dépasse des prix... oui, on est aux alentours de, je crois, 700... 700, 900 000. 700 000 et 900 000. Voilà, 900 000. Donc, on est vraiment dans le premium haut de gamme. Hein. Ouais, c'est du premium, mais c'est à la qualité, et puis il y a la recherche... Surtout l'hydrogène, oui, bien sûr. On reste avec vous, Moustapha El Jay. Donc, au-delà on a parlé des problèmes, parce qu'il y a des problèmes, mais il y a aussi des avantages. Et les avantages, c'est les sérieux avantages concurrentiels dont dispose le Maroc. Alors, c'est bon... pas fait grand-chose pour être à côté d'un grand marché qui est comme l'Europe, mais il a fait grand-chose avec les ports, il a fait la main-d'œuvre qualifiée, les salaires qui sont compétitifs, toute l'infrastructure qu'il y a. Mais pour autant, attention, parce que dans le monde qui vient, on parlait des nouveaux métiers, il y a aussi autre chose sur laquelle il faut consentir des efforts, c'est-à-dire digitalisation, c'est-à-dire robotisation, c'est-à-dire l'Internet des objets, c'est-à-dire une industrie qui est calquée sur qui est inscrite dans la logique environnementale et écologique. Est-ce que vous pensez que le Maroc a déjà pensé à ça? Est-ce qu'il est déjà en train d'y aller? Parce qu'il risque de rater le train, quoi, s'il ne fait pas ça. Écoutez, la preuve, c'est que déjà, ce véhicule, déjà, il fonctionne à l'énergie propre. Donc je pense qu'au Maroc, il y a une vision sur tout ce qui est transition énergétique, avec tous les volets, donc le solaire, l'éolien. Maintenant, on parle d'hydrogène, et le Maroc est un des pays qui était parmi les premiers à y réfléchir, et on a ce véhicule qui montre la consécration. Et je pense, comme vous l'avez dit, il faut que le Maroc, maintenant, à mon sens, s'inscrive plus. Il faut s'inscrire non seulement de tout ce qui est non carbone, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir de 2026, toutes nos exportations doivent être décarbonées, sinon on sera pénalisé. Et je sais que la CGM travaille dessus, que le ministère travaille dessus, et les entreprises travaillent pour qu'on soit prêt. Mais il y a, si vous voulez, également toute une volonté au plus haut sommet de l'État pour que le Maroc s'inscrive dans le cadre. On n'a pas le choix. Moi, j'ajouterais même au-delà de toute cette transition énergétique, il faut aussi qu'on s'inscrive dans ce qui est en train de venir, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Donc tout cela, il faut l'intégrer pour rester dans notre sujet. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'il y a du travail Moi, dans la transition énergétique, on a beaucoup avancé. Hein. Donc il y a déjà, je pense, en 2030, on doit être à 40% pratiquement d'énergie propre. Mais l'intelligence artificielle, il y a des sérieuses réflexions. Il faut qu'on prenne le train tout de suite, parce que ça va très vite. Et vous avez même vu qu'on a demandé 6 mois de pause, parce que ça crée la métamorphose un peu, qui dépasse un peu l'humain. Il y a même un recoupement entre les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et une autre discipline qui permettent donc de réfléchir. C'est-à-dire que demain, l'avenir, il est différent. Il est complètement différent de ce qu'on est en train de voir maintenant. Et ça, je pense que nos petites têtes de maintenant auront de la difficulté à assimiler. C'est pour ça qu'il y a un moratoire ou une suspension qui a été donnée par Elon Musk, par Elon Musk entre autres, et d'autres aussi, parce que bon, ça va véritablement vite. Au niveau de l'université, peut-être qu'on ces questions de robotisation. Alors, en fait, nous sommes en train de préparer la rentrée septembre 2023. En évoquant l'intelligence... Je sens la bonne nouvelle, vu le sourire. L'intelligence artificielle, voilà. Ça sur demande carrément du ministre, c'est que pratiquement, dans tous les cursus, il va y avoir des modules sur l'intelligence artificielle. Parce qu'elle traverse pratiquement tous les domaines. Au niveau, par exemple, moi je gère une faculté d'économie, de droit et de gestion. Dans tous les modules, en fait, que ce soit spécialité droit, droit public, économie, gestion, les étudiants seront initiés. Bien sûr, il y a des degrés. Il y a des degrés au niveau des facultés des sciences humaines. C'est de l'initiation, c'est de l'explication parce qu'il faut comprendre. Et puis, c'est un esprit également de réflexion et d'analyse. Et puis, bien sûr, au niveau des écoles plus techniques, il y a même des écoles spécialisées. Aujourd'hui, il y a un projet au niveau de la région d'Agadir, je crois, à Taroudant. Il y a une autre région au niveau du nord du Maroc. Carrément des écoles spécialisées en intelligence artificielle. Très encouragées par le ministère pour justement
accompagner cette dynamique. Les jeunes y adhèrent, il y a une demande, ils sont même excellents. Ils ont même démarré. Hein. Donc, ce qui fait qu'au niveau de l'université, il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes en phase de réflexion pour une opérationnalisation en fait, d'une vision qui s'étend de 2023 à 2030. Donc, c'est le pacte ISRI, donc c'est le plan d'accélération du système d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et le mot d'ordre, c'est bien évidemment, il y a la dimension qualité, mais il y a surtout de coller au maximum possible aux besoins un peu de notre environnement dans deux dimensions. Une dimension opérationnelle, qui est la formation des cadres, mais également une dimension de recherche et d'innovation. Et donc, c'est pour cela qu'il y a aujourd'hui, on transpose tout ce qui est début de spécialisation au niveau des licences. Donc, on va avoir carrément des débuts de métier au niveau de licence, d'aller vers des formations d'excellence qui seront en fait organisées après le DUG. On va prendre les meilleurs étudiants, on va les intégrer dans un cursus de 3 ans pour en faire des vecteurs de changement et d'apport d'innovation. Et puis, il va y avoir des masters sur 2 ans beaucoup plus pointus, beaucoup plus spécialisés. Et donc, il y a toute une réflexion parce que l'université, il est au cœur de cette dynamique. Il ne peut pas rester à l'écart de cet élan, de cette dynamique que connaît notre pays. Il ne devrait pas. Et il ne devrait pas. C'est une responsabilité sociale et sociétale. Ça va de soi. Voilà, je reviens sur le côté marché, le côté ouverture. Vous en parlez tout à l'heure, Abdeltef Komat. Question très vaste pour une réponse très courte, si possible. Donc, le Maroc vise le marché africain. Vous parlez tout à l'heure de la zone de libre-échange africaine, donc la ZLECAf, la fameuse ZLECAF. Mais il y a aussi le marché intérieur avec la question peut-être de préférence nationale pour ces modèles qui sont marocains. Comment vous voyez les choses ? En fait, pour les deux, tout d'abord, pour ce produit-là, moi, je ne crois pas qu'il va y avoir un problème de marché au niveau local. Parce qu'il faut dire qu'on va commencer par 3 000 voitures et la vitesse de croisière, c'est 27 000. Déjà, il y a un bon de commande qui est en train de se nourrir aujourd'hui. Donc, les Marocains sont curieux. À travers la demande, un élan d'encourager de l'administration elle-même. Bien sûr. Exact, bien sûr. Mais également, bien moi, je la crois préférence nationale, c'est bien ce dont je parlais. qu'il y a cette prise de conscience, made in Morocco, ou le produit marocain. Depuis Covid, et puis, il y a la notion de souveraineté. Il y a un certain nombre de concepts et de prises de conscience, parce que c'est vrai, on a été pénalisé à un certain moment par la préférence du produit étranger. Je crois que l'esprit du Marocain est en train de changer. Il est en train de changer et il y a cette tendance à aller vers le produit local. Mais cela n'est pas suffisant, parce qu'une industrie comme l'automobile, c'est une industrie d'économie d'échelle. Autant on produit plus, autant le coût unitaire est bas. Et donc, bien sûr, on a besoin du marché international. Bien sûr, il y a l'Europe, mais comme vous l'avez dit, l'Afrique. L'Afrique, parce que l'Afrique, aujourd'hui, c'est 1,2 milliard. Il va passer à 2,5 milliards à l'horizon 2050. Le potentiel économique, il est énorme. Et je crois qu'on est en phase aujourd'hui de régler un certain nombre de considérations administratives pour aller vers l'opérationnalisation de la ZLECA, qui serait une bouée. Donc, pour le Maroc, d'autant plus qu'on n'est pas sur un créneau très concurrentiel en Afrique. À la rigueur, sur d'autres volets, on peut, par exemple, le textile, l'agroalimentaire, etc., il y a de la concurrence, mais au niveau de l'automobile, on a tout pour aller vers l'Afrique de l'Ouest. Et donc, moi, je crois que sur ce plan-là, il y a un travail à faire. Non, 17 000 € pour une voiture comme cela, moi, je pense que c'est acceptable, c'est jouable. Bien sûr. Même les classes moyennes. Pour les classes moyennes, et les banques vont pouvoir y aller d'ailleurs. Oui, par le leasing ou par le... C'est un très bon produit. Excusez-moi, le temps nous presse un petit peu. Je voudrais un peu aussi avancer sur le financement. Tout à l'heure, on a parlé donc des banques, mais il y a aussi les investissements directs. Les IDE, oui. Les IDE. Comment ça se passe? Est-ce que ça évolue un petit peu? Oui. Alors, on est où et on va où? Les derniers chiffres que j'ai pu voir, donc à fin février, on est à 3,4 milliards, donc plus 19%. Par rapport à la même date l'année dernière. Et le Maroc, donc, il a fait en 2020, en flux net, à peu près 20 milliards. Il y a une progression, donc, comme je disais tout à l'heure, sur 2021-22 de 6%. Sur 2023, il y a une nouvelle dynamique. On est déjà à plus 19%, juste sur les 2 premiers mois. Et les secteurs les plus porteurs pour ces IDE, donc tout ce qui est nouvelles technologies, l'hydrogène, l'énergie renouvelable, l'industrie automobile, et donc ce sont tous des secteurs de pointe. Et comme a dit ce commentateur, il y a aussi les métiers mondiaux du Maroc. On a pas mal de grands opérateurs qui viennent. Donc l'année 2023 s'annonce très porteuse pour le Maroc, avec d'abord, il y a un climat des affaires qui s'améliore, on a un meilleur classement, il y a bien évidemment la position géostratégique du Maroc, la stabilité, beaucoup dans un monde qui est très perturbé. Voilà, donc
on a quand même beaucoup de retours ou beaucoup de grands groupes qui reviennent vers le Maroc, essentiellement pour sa stabilité, cette capitale, et bien évidemment pour toute cette dynamique, comme je disais tout à l'heure, qui est aussi lancée. à aller vers des secteurs nouveaux, Tout à fait. aller vers des secteurs qui n'ont pas encore été défrichés Ce sont des nouveaux secteurs, comme l'hydrogène le plus vert. gros, voilà, exactement, dans D'accord. des secteurs de nouvelles technologies, des secteurs de pointe. Alors, il nous reste quelques minutes, Driss Issaoui. Je voudrais revenir sur cette question donc, de Marocains du monde. Oui. C'est Fawzi Najh est franco-marocain, donc il est en France, mais il choisit de venir ici. On parle de grosse industrialisation, notamment militaire, avec Israël, et donc une partie de nos Marocains là-bas. Finalement, on revient sur les propos royaux, donc en été, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était le discours du 20 août, où il disait: qu'avons-nous fait pour accompagner les investissements, au-delà du côté éducatif, au-delà du côté administratif, le côté investissement. On y est en plein, on peut dire ça? Je pense. Ça encouragerait d'autres peut-être à avoir le mouvement inverse de ceux qui partent, mais aussi ceux qui reviennent. Je suis pratiquement certain que les Marocains du monde, que les investisseurs, disons marocains ou non marocains, qui vont voir dans le produit Maroc un produit d'appel. Et je vous assure que ce qui est en train d'être fait, parce qu'en fait, il y a un changement de mentalité qui s'opère. On n'est plus dans la logique... La vision aussi du Maroc. La vision aussi a complètement changé. Et nous sommes en train de dire, attention, nous sommes un pays moderne, un pays industrialisé, et on peut faire des choses. Venez, s'il vous plaît. Oui, alors, pour le dire, ce n'est pas un appel d'ami à ami, mais c'est plutôt un appel objectif, voilà, technique, et ça va attirer énormément de monde à ce qui se passera au Maroc. On est en train de parler ici de l'industrie automobile, on a parlé aussi de l'aéronautique, où on est vraiment bien classé. Donc tout cela, ce sont des changements très intéressants. Merci à vous. On va pas bouder. Un nouveau pays. On va pas bouder notre moderne. plaisir en se Juste disant pour conclure, ce signal félicitations. fort de Sa Majesté, en recevant ces deux jeunes, Très rapidement. va donner beaucoup je dirais, d'ambition à d'autres Alors, jeunes. on se fera plaisir en se disant félicitations à nous, félicitations à Sa Majesté, félicitations aux deux jeunes, Mais il faut travailler. Monsieur Bon courage, Briat oui, et Monsieur oui. Najah. Il faut continuer, bien entendu. sûr, bien sûr. C'est assez le facile début, d'acquérir oui. la première position, de la Surtout devant conquérir. Sa Majesté, Après, il faut y rester. rassuré. Merci Driss Issaoui, merci Moustapha El Jaye, merci Abdel Komat, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.